internationale, une décision qui acquitte de toute charge Laurent Gbagbo, ancien président de la Côte d'Ivoire, mais aussi Charles Blé Goudé, son ancien ministre de la Jeunesse. Tous étaient accusés de crimes contre l'humanité, crimes de guerre, mais aussi de plusieurs autres faits. Ces individus qui étaient traînés devant la Cour pénale internationale depuis pratiquement 7 ans, voire 8 ans, les juges de la Cour pénale internationale prendre une décision qui tendait à les remettre en liberté. Seulement, quelques heures plus tard, le lendemain de cette journée, une nouvelle procédure est engagée contre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, notamment une requête introduite par le procureur général de la CPI, Fatou Bensouda, une requête qui a justement eu le mérite de conserver ou de garder en geôle, dans les geôles de la Cour pénale internationale, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, pourtant acquittés de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. Des charges qui, au lendemain de la décision, ont eu le mérite, d'une part, de soulever beaucoup de joie auprès des Ivoiriens supporters de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, d'autre part, les victimes de ces atrocités subies en Côte d'Ivoire au lendemain de la crise post-électorale ont crié leur désarroi, leur colère, demandant donc de savoir qui est le véritable responsable de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire et notamment de ces nombreux mois enregistrés durant cette crise électorale. On parle de plus de 3500 personnes tuées durant ces affrontements qui mettent aux prises deux camps, une part le camp de Laurent Gbagbo et d'autre part le camp d'Alassane Dramane Ouattara, le président en exercice de la Côte d'Ivoire. Que s'est-il passé? Pourquoi en est-on arrivé à une décision comme celle-là? Pourquoi Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé continuent d'être détenus dans les prisons de la Cour pénale internationale? Pourquoi ces individus, ces personnalités n'ont pas à ce jour retrouvé l'entièreté de leur liberté et du moins retrouvé leur famille en Côte d'Ivoire? Une situation et bien d'autres qui nous amènent à revenir sur cette problématique qui pourtant, on se souvient, avait soulevé un tollé général. C'était le 15 janvier dernier et même au cours d'une émission consacrée essentiellement à cette affaire et ce procès de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé à la Cour pénale internationale. De nombreuses réactions avaient été entendues ça et là, des réactions qui justement saluaient cette décision de la Cour pénale internationale et d'autre part qui condamnaient cette position de cette juridiction internationale. Mesdames, Messieurs, à raison de vos nombreuses requêtes et également de vos nombreuses sollicitations, nous avons fait le choix de revenir sur cette problématique ce lundi dans le cadre de Tout au clair sur la télévision du Monde. Tout au clair, c'est tout le lundi, mardi, mercredi sur la télévision du Monde, un sujet, un débat, mais également des invités pour discuter de la problématique avec nous sur le plateau. Et comme il est de tradition, Tout au clair est une édition interactive. Vous pourrez donc nous envoyer vos contributions, mais également vos questions à travers le 6 99 57 30 26. 6 99 57 30 26, c'est le code d'accès pour avoir la possibilité de participer à ce programme sur la télévision du Monde. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle livraison de votre émission, de votre talk show du soir sur la télévision du Monde. Bienvenue. Le plus, madame, monsieur, bonsoir, bienvenue à Tout au clair sur la télévision du Monde. Tout au clair, c'est donc votre talk show du lundi, mardi et mercredi sur la télévision du Monde. Des experts, des spécialistes viennent éclairer votre lanterne sur des sujets majeurs, sujets quotidiens qui meublent l'actualité sur le monde, sur l'Afrique et même au Cameroun. Et ce lundi, nous avons fait le choix de revenir sur une problématique et non de moindre, celui ou celle du
procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé à la Cour pénale internationale. Les accusés toujours détenus dans les geôles de cette juridiction. Pourquoi? Comment? On sera tenté avec nos experts de revenir sur cette situation qui fait couler beaucoup d'encre et de salive au Cameroun, en Côte d'Ivoire et même en Afrique et dans l'ensemble du monde entier. Mesdames, Messieurs, pour donc discuter de cette problématique, ils sont 4 à avoir été sollicités dans le cadre de ce programme tout au clair de ce lundi 21 janvier 2019. À cette heure, nous avons 2 qui sont confortablement installés. Le 3e arrive dans quelques instants. Le 4e semble avoir eu des impondérables dus certainement à son programme ou à son emploi de temps particulièrement chargé. Nous allons faire cette émission avec ceux des invités qui sont déjà confortablement installés sur cette tribune et sur ce plateau sur la télévision du Monde. Et comme il est de tradition, la présentation des invités débute par notre gauche. Et ce soir, il a le mérite d'avoir accepté de revenir sur cette tribune. Il est journaliste de la presse écrite, mais également du web, parce qu'il a lancé depuis quelques mois déjà une revue de presse sur l'internet. Lui, c'est Thierry Niopé qui est là ce soir, directeur de publication. Thierry, bonsoir. Bonsoir Frédéric Moutomé, bonsoir également à mon copanéliste. Je dis bonsoir aux téléspectateurs de cette belle émission. C'est un plaisir d'être là ce soir. J'espère qu'elle sera à la hauteur du sujet qui a été posé sur la table du débat ce soir. Vous avez souligné tout à l'heure que je suis journaliste également du web, non? Je suis journaliste de la télévision au-delà de ma casquette de directeur de publication du journal Confidentiel. Et nous avons lancé avec beaucoup d'intérêt une revue de la presse telle que vous l'avez souligné tout à l'heure, très prisée d'ailleurs. Et en réalité, on fait ce que nous devons faire. Et je vous annonce qu'à partir de la fin du mois de janvier, on lance des programmes de cette télévision qui va émettre sur YouTube et également sur Facebook 24h/24, le Reflet d'Afrique Télévision. Et à partir du mois de février, nous ambitionnons arroser une bonne partie du Cameroun et du Gabon. Merci à vous Thierry Niopé d'avoir accepté d'être là ce soir en face de vous. Il est peut-être journaliste, mais on gardera ce soir la casquette essentielle d'homme politique puisqu'il est militant d'un parti politique, notamment le mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie, Jean-Baptiste Ketchaten, qui est donc avec nous ce soir. Jean-Baptiste, bonsoir. Bonsoir, M. Moutomé. Merci d'avoir accepté d'être là pour cette problématique. C'est nous qui sommes honorés au Manidem d'avoir été conviés à la discussion. Je rappelle que le Manidem revient à la sollicitation de nos panélistes. Il était question de reconstituer le panel de mardi dernier sur la télévision du Monde. C'est la raison pour laquelle le Manidem revient sur le plateau. Et nous voulons envoyer nos hommages à M. Anissé Ikane qui avait participé à la dernière émission. Oui, mais chez nous, nous sommes presque tous interchangeables. Donc, lorsqu'on invite le Manidem, celui qui est disponible, le plus disponible, se présente pour répondre aux sollicitations de vos téléspectateurs. Merci à vous, messieurs, d'être sur ce plateau, sur la télévision du Monde. Et on va ouvrir le débat avec, bien évidemment, notre très cher confrère de Reflet d'Afrique Télévision, Thierry Niopé. Mardi dernier, on plantait le décor de cet acquittement. Est-ce qu'on peut revenir de façon très succincte sur ce qui s'est déroulé mardi dernier? Beaucoup de gens l'ont appelé, l'ont qualifié de décision historique. On s'en souvient pas. Oui, beaucoup de personnes s'attendaient à ce que Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo soient libérés. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle vous avez organisé tout un plateau sur Tout au clair. Et justement, au cours de cette émission, nous avions souligné à Uadja, Maître là, rappelez-vous, j'avais dit que je reste très dubitatif. Tant que le procureur ne se prononce pas sur cette décision d'acquittement, je reste assez dubitatif et je crois que l'avenir nous a donné raison. Les juges, ils étaient 2 sur 3, avoir décidé justement de la libération sans condition immédiate de Laurent Gbagbo parce qu'ils estimaient que les éléments à charge qui avaient été goupillés par l'accusation n'étaient pas suffisamment
intéressant, n'était pas suffisamment important pour, pourquoi pas, maintenir Laurent Gbagbo et Blé Goudé en prison. Je vous rappelle qu'il a été en 2011 dans la suite d'un processus électoral plus ou moins bâclé du côté de la Côte d'Ivoire, un processus électoral qui s'était soldé par la victoire d'un côté de Laurent Gbagbo et de l'autre côté de Alaman Dramane Ouattara en fonction des différents clivages. Je vous rappelle que le Conseil constitutionnel de la Côte d'Ivoire avait désigné Laurent Gbagbo comme étant le vainqueur de cette élection, alors que la communauté, oui effectivement, alors avant de se rebiffer, alors que la communauté internationale au regard des 6 chiffres qui étaient présentait M. Ouattara comme le vainqueur de cette élection. Par la suite, il y a eu pratiquement la scission de la Côte d'Ivoire en deux grandes parties, au point où l'armée loyaliste s'est retrouvée confrontée à l'époque, on parlait des rebelles qui se sont par la suite avérés avoir le soutien de la communauté internationale. Laurent Gbagbo s'est replié à l'hôtel du Golfe, c'est comme ça qu'on l'appelait. Alassane Dramane Ouattara, je veux dire, à l'hôtel du Golfe. Et c'est dans cette à la présidence de la République. Et c'est là-bas qu'il prête d'ailleurs serment, au point de former même son gouvernement. Quelques heures plus tard, l'armée française, appuyé par la communauté, par la pseudo-communauté internationale, envahit le palais présidentiel, déloge Laurent Gbagbo en Mondovision, avec des images assez rocambolesques, parce qu'on n'a jamais vu un chef d'État, encore moins son épouse, dans cette posture. Je crois que Laurent Gbagbo et son épouse Simone ont été humiliés à la face du monde, et ils ont été... lui, Laurent Gbagbo, a été transféré à la CPI alors que sa femme était maintenue en Côte d'Ivoire. Elle a été libérée à la suite d'une décision du président Ouattara. Cette décision a d'ailleurs été saluée parce qu'à côté d'elle, il y a eu également plusieurs centaines d'Ivoiriens qui ont été libérés dans le cadre de cette prétendue réconciliation. Alors voilà, planter le décor, certainement on reviendra sur les autres éléments tout à l'heure. On reviendra sur les autres éléments tout à l'heure. Jean-Baptiste Ketchatem, vous avez préparé, ou alors vous avez suivi cette décision prise le 15 janvier dernier par les juges de la CPI, une décision qui n'était pas unanime, mais qui était à la majorité, et que vous, au Manidem, vous avez d'ailleurs salué avec, ou à sa juste valeur, parce que vous reconnaissiez que finalement, Laurent Gbagbo avait remporté sur la justice internationale. Avant que le procès ne se tienne, avant que l'élection en Côte d'Ivoire n'ait lieu, nous avons toujours dit que la vérité et la justice en Côte d'Ivoire se trouvent du côté de Laurent Gbagbo. Donc nous n'avons pas attendu, quelles que soient les décisions qui vont être prises à la haie, nous ne considérons pas que c'est cela qui puisse changer la vérité. Les faits sont là, tout le monde peut les examiner, tout le monde peut juger, analyser. C'est Laurent Gbagbo qui a eu raison en Côte d'Ivoire de mobiliser les Ivoiriens pour se tenir debout face à quelque chose qui est inacceptable pour les Africains. Donc c'est de ce point de vue-là que le Manidem s'est toujours trouvé, et c'est de ce point de vue-là que nous avons jugé et accueilli, certes favorablement, la décision du 15 janvier dernier, mais comme je l'ai dit d'entrée de jeu, ce n'est pas ça qui change quelque chose à notre position originelle. Ça vient nous conforter dans l'idée que, quelle que soit la position qu'un Africain avait avant l'affaire de Côte d'Ivoire, l'épilogue momentané l'épilogue de ce moment-là, du 15 janvier, indique bien que la recherche de la justice n'est pas le souci de cette cour-là. Pourtant, on l'a présenté comme une cour internationale de justice, donc qui est au-dessus des cours nationales, qui est qu'on peut considérer comme le sommet de la justice aujourd'hui, que la communauté internationale souhaite imposer au monde. Or, l'on voit bien que de quelque côté que l'on se trouve dans la discussion, que ce n'est pas le cas. Parce que si l'on considère la position de ceux qui sont contre M. Gbagbo et qui avaient crié sur tous les toits qu'il s'agit d'un criminel, quelqu'un qui aurait voulu massacrer son peuple, etc., on voit bien que les éléments de preuve qu'ils ont pu apporter n'ont pas convaincu une cour qui, a priori, était de leur bord.
à plus forte raison quand on se situe de notre bord. Parce que nous avons posé le problème différemment. Donc, la décision est bienvenue, même si elle n'a pas été exécutée comme on l'aurait souhaité. Elle indique surtout aux Africains qu'il faut faire attention au discours que les partis comme le Maniden tiennent. Quand nous disons que l'Afrique a besoin d'une nouvelle indépendance, quand nous disons que nous avons besoin de rompre les liens de néocolonisation, il y en a qui ricanent, il y en a qui nous insultent, il y en a qui disent que c'est irréaliste, il y en a qui disent que ce n'est pas vrai, mais voilà un cas pratique où pendant 7 ans, un chef d'État qui est supposé avoir organisé des massacres, entre guillemets, n'arrive pas à se faire, à être condamné par une cour. Il est complètement à la merci de cette cour. Il n'a pas de possibilité matérielle de lui échapper. Il n'a pas une armée, comme Bemba même en a eu, pour imposer sur le terrain de la Côte d'Ivoire un rapport de force qui puisse pousser la cour à changer de position. Mais, au bout du compte, on voit bien que, puisque le procès est public, les témoins se présentent certes sous un visage masqué, mais on peut écouter ce qu'il dit, les éléments de preuve qu'ils peuvent apporter, tout le monde peut les examiner. On voit bien qu'au bout de 7-8 années, il n'y a rien eu. Alors lorsque nous disons que l'intervention de la France, l'intervention de la Grande-Bretagne et toutes les puissances occidentales alliées à quelques obligés africains, pour être poli, dans nos pays, est le problème fondamental que nos pays ont. Il y en a qui ne sont pas d'accord, mais voilà une preuve par 9. Une preuve lourde. Par 9 que vous dites, certainement l'avocat ne sera pas du même avis pour vous. Il nous a retrouvé sur ce plateau Maître Robert Yambi qui avait été là le 15 janvier dernier et qui lui s'était voulu plutôt mitigé, sceptique par rapport à l'euphorie qu'on avait observée et constatée à travers le pays, la Côte d'Ivoire, au Cameroun et même sur l'Afrique tout entière. Maître, bonsoir. Bonsoir Frédéric, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Je suis ravi d'être encore là ce soir. Déjà, je tiens à m'excuser sur les embouteillages. Vous savez qu'à pareille heure, c'est pas facile de circuler à Douala. Alors, vous avez été sceptique lors de la dernière édition. Aujourd'hui, est-ce qu'on doit dire que vous êtes plutôt un visionnaire par rapport à ce qui était prévisible sur le terrain? Frédéric, dire que je suis un visionnaire, je ne le dirai pas parce que je suis un juriste et j'aime, n'est-ce pas, avoir des raisonnements fondés sur le droit. Et pourquoi est-ce que j'étais sceptique? J'étais sceptique à la lecture du statut de Rome qui a, n'est-ce pas, institué la CPI. Comment peut-on comprendre, Frédéric, que vous avez un statut qui vient, n'est-ce pas, être en total désaccord avec les canons du droit? En droit, nous savons, Frédéric, que lorsque un accusé, lorsque un prévenu est déclaré non coupable, la conséquence est qu'il est immédiatement mis en liberté. Même si par extraordinaire, l'appel est intenté par le ministère public, il retrouve d'abord la liberté. C'est un principe fondamental en droit. Mais quand vous prenez ce texte, et je suis déjà tenté à rejoindre mes frères du Manidem qui ont commencé à traiter la CPI de machin. Je ne l'ai jamais dit, mais je vous assure, Frédéric, je pense que je vais sortir ce soir de mes gants. Vos confrères avocats risquent de ne pas vous reconnaître. Justement, ils ne vont pas me reconnaître parce qu'ils doivent savoir que ce statut de Rome est en train de fouler aux pieds les principes. Comment peut-on concevoir, Frédéric, que dans ce texte-là, on vous dit que lorsque on est déclaré acquitté et que le procureur fasse appel, il peut demander le maintien en détention lorsqu'il estime qu'il a des raisons exceptionnelles. Donc je tiens d'abord à dire aux Africains que ce qui se passe à la CPI actuellement est juridiquement encadré. Ce n'est pas le fait de Fatou Bensouda. Elle s'appuie sur une disposition légale qui lui donne la possibilité de s'opposer à la libération qui a été prononcée par le tribunal. Et c'est la raison pour laquelle, à l'audience du 16, Fatou Bensouda a décidé de faire appel et elle a demandé que la libération immédiate soit revue. Les juges d'instance se sont opposés et ont dit niet. Ils ont dit, ces gens sont libres, ils doivent immédiatement retrouver
la liberté. Mais sauf que, je l'avais dit la dernière fois, les textes de la CPI, lorsque vous faites appel, l'appel, Frédéric, c'est ce qui choque les Africains, l'appel, n'est-ce pas, ne suspend pas l'exécution. C'est donc la raison pour laquelle, lorsque Fatou Bensouda fait appel et dit que elle aimerait avoir les garanties qui puissent faire en sorte que Gbagbo et Blé Goudé puissent comparaître, les juges d'instance ont les bras liés. Et quand on fait appel, il y a ce qu'on appelle en droit un dessaisissement du juge. Donc ça veut dire que les juges d'instance ne pouvaient plus, n'est-ce pas, connaître de l'appel qui a été intenté par le camp du procureur. Et la raison pour laquelle l'audience de février sera déterminante. Puisque actuellement, ce qui choque ces gens, Frédéric, je vais nous dire aux Africains, il faut qu'ils comprennent et on va gagner. C'est parce qu'ils savent qu'il y a l'article 85 de la Charte qui dit que lorsqu'il y a erreur judiciaire, les accusés peuvent demander les dommages et intérêts. Et c'est énorme, Frédéric. On va arriver à ces dommages et intérêts. Mais je voudrais qu'on soit clair, hein, parce que la querelle également porte sur ces dommages et intérêts. Oui, et vous avez bien fait de soulever que, justement, on veut contourner la situation des dommages et intérêts. Mais avant d'y arriver, au jour d'aujourd'hui, c'est Rignopé, Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé continuent d'être dans les geôles, une situation qui continue de choquer tous les Africains. Pourtant, la loi encadre très bien la situation dans laquelle Laurent Gbagbo et son compère se trouvent au jour d'aujourd'hui. Oui, ça me fait beaucoup... En réalité, j'étais heureux quand j'écoutais Maître tout à l'heure parce que rappelez-vous que lors de la dernière émission, quand nous disions que la CPI est un machin, Maître n'était pas du tout d'accord. Il a soutenu, il y a eu à dire effectivement que la CPI, la Cour pénale internationale, est une haute juridiction qui tient en compte un certain nombre d'éléments de droit. Donc, on a longuement discuté là-dessus. Heureusement, aujourd'hui, il a fini par comprendre au regard des résultats, au regard de l'actualité. Et je me rappelle justement que ce jour, je disais aux uns et aux autres, faisons attention, tant que Madame Bensouda ne s'est pas encore prononcée, ne crions pas victoire très tôt. Ils sont libres, peut-être pour certains, dans leur tête. Et on sait que l'audience du 1er février est assez décisive et elle nous permettrait de savoir que Laurent Gbagbo et Blé Goudé pourront enfin être libérés parce que c'est une audience de confirmation, c'est une audience au cours de laquelle l'accusation va essayer de motiver sa décision et au juge d'en tenir compte pour décider de la libération ou pas de Laurent Gbagbo. Elle avance des arguments, elle et la batterie d'avocats qui l'entourent, des arguments selon lesquels aucune disposition n'oblige Laurent Gbagbo à comparaître une fois mis à la disposition, en fait une fois libre. Alors que tout le monde sait, c'est une sortie assez burlesque parce que tout le monde sait qu'il est possible de contrôler. Laurent Gbagbo n'est pas le commun des Ivoiriens. C'est quand même un ancien chef d'État. Il a des garanties de représentativité. On peut commencer. La Cour pénale pouvait l'exiger, demander par exemple son départ pour la Belgique. C'est vrai quand même que le cas Blé Goudé s'est quelque peu posé parce que la Belgique a dit à pouvoir accepter Gbagbo, mais pas Blé Goudé. C'est peut-être ce qui aurait, entre autres, entaché cette décision. Moi, on continue à croire que cela ne suffit pas. Quand les puissances internationales se mettent d'accord pour torpiller un processus, tous les mécanismes sont nécessaires pour le faire. On ne comprend pas pourquoi seulement Gbagbo et pas Blé Goudé. Comprenez bien qu'il y a des intérêts qui ne sont pas nécessairement présentés au grand public, mais il y a forcément beaucoup d'enjeux autour de cette détention qui, on continue à dire, est assez arbitraire, parce que tout le monde sait que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire au lendemain des élections de 2010 n'est que la résultante de la prise de position de Laurent Gbagbo et de Blé Goudé, qui se sont ouvertement opposés à la France, qui ont dit aux Africains qu'il est plus que jamais temps de se soulever, de se mettre debout, parce qu'il est inadmissible que des gens se mettent à votre disposition pour vous servir et que quelques mois, quelques années plus tard, c'est encore vous,
en fait, qui prenaient les mêmes gens pour les brandir à la face du monde comme étant les pires dirigeants du monde. Rappelez-vous de ce qui s'est passé avec Mobutu. Mobutu est mort pratiquement dans l'indigence. Il n'a même pas eu de visa, de passeport, de visa pour se rendre soit en France, soit en Belgique. Rappelez-vous de ce qui s'est passé avec le président Bongo. Tout le monde ne peut pas comprendre comment il est mort, mais en réalité, dans sa mort, il y a eu beaucoup d'autres éléments qui sont enclenchés parce que le remords, imaginez celui qui participe parfois à la désignation des ministres, celui qui avait un droit de regard parfois sur la gestion de la politique française, se retrouve du jour au lendemain pour vous, ce sont vomi. Les pays occidentaux qui continuent de manœuvrer, de manipuler. Bien sûr, je vous rappelle que Fatou Bensouda n'est là que simplement parce que la France a voulu qu'elle soit là. Elle ne peut que jouer le rôle de la France. Maintenant, le statut de Rome... Vous ne voyez pas simplement le respect des principes de droit. L'avocat l'a dit tout à l'heure, le droit encadre bien la situation de détention continue de Laurent Gbagbo et de son ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé. Je l'ai souligné tout à l'heure et j'étais d'ailleurs en train de revenir là-dessus. C'est vrai que la loi l'encadre. Mais la même loi, effectivement, permet au juge d'instance de décider de la libération immédiate et sans condition, comme cela s'est passé. Et au procureur également de ne pas interjeter appel. Elle a décidé, en fait. Mais justement parce qu'elle sert des intérêts plus ou moins occultes. On l'a souligné tout à l'heure. Elle est dans son droit, certes, mais elle pouvait faire autrement au regard des faits. Je vous rappelle que nous n'étions qu'au milieu de la procédure. Nous n'étions qu'au milieu de la procédure parce que la défense n'avait pas encore commencé à déployer ces éléments pour démontrer que les accusés n'avaient pratiquement rien fait. Mais ce sont les éléments brandis par l'accusation qui se sont avérés insuffisants au point de pousser les juges d'instance à dire, mais vraiment, toutes les accusations que vous portez contre ces gens fondent comme beurre au soleil. Moi, cela ne sert à rien de continuer. Il y a eu 2 juges sur les 3 qui ont été d'accord pour leur acquittement. Malheureusement, il y a un juge qui était contre, qui continue à faire planer le doute et qui peut-être permet au procureur Fatou Bensouda de continuer à mener une action dans le cadre de ce procès Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé à la Cour pénale internationale. Mais je vous rappelle en même temps que même pour leur rétention, ils sont 3 contre 2. Donc oui, il n'y a toujours pas d'unanimité à ce niveau. Alors, Jean-Baptiste Ketchaten, une décision d'acquittement a été prise en faveur de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Et on le sait à l'annonce de la décision, même si en Côte d'Ivoire, il y a eu des scènes de liesse qui ont été observées ça et là, il y a un camp qui continue de pleurer et qui se demande qui doit finalement payer le lourd tribut des près de 3000 personnes tuées durant la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. La réponse est évidente de notre point de vue. Monsieur Ouattara et tous ceux qui sont ses complices, la France et tous ceux qui, avec ce pays-là, dans la communauté internationale, ont organisé le drame de la Côte d'Ivoire après l'arrivée de Laurent Gbagbo au pouvoir. C'est eux qui sont responsables de ce désordre. C'est eux qui doivent payer en premier lieu. Lorsque vous regardez les médias internationaux, si vous faites attention, vous voyez qu'ils instrumentalisent de manière honteuse et grossière la douleur des victimes, ou même des prétendues victimes. Parce que je ne comprends pas quelqu'un... Les prétendues victimes, il y a eu des morts. Robert Gué est mort dans si vous voulez, permettez que je vous explique. Quand je dis la douleur des victimes et des prétendues victimes, lorsque vous êtes vraiment victime d'un tel fait, vous devez réfléchir. Il faut vous poser la question, comment pendant 7 ans, 8 ans, où M. Gbagbo est en procès, les victimes n'ont pas pu faire le lien entre le procès de M. Gbagbo et leur situation. Parce qu'elles ont eu des regroupements, ces victimes-là, elles ont eu des représentations au procès, et tout ce qu'elles ont apporté comme élément n'a pas pu être mis à la charge de Laurent Gbagbo ou de Charles Blé Goudé. Deuxièmement, ce qui est plus important. Qu'est-ce qui est plus important? Soigner les blessés de la guerre, les réinsérer dans la société, ou bien alors poursuivre M. Gbagbo des imprécations et des injures que les gens de Ouattara profèrent contre lui tous les jours. Comment expliquer qu'un État comme la Côte d'Ivoire, si le souci était vraiment de réparer les torts
qui ont été causés aux gens, quel que soit par ailleurs celui qui les a causés. Comment expliquer que pendant 7 ans, ils n'ont pas soigné ces familles-là? Parce que vous voyez quelqu'un qui est estropié, dit « Moi, j'avais un boulot. Pendant la guerre, j'ai perdu ma jambe et je me suis retrouvé au chômage. » On veut nous faire croire que pendant 7 ans, l'État de Côte d'Ivoire n'a pas pu trouver un emploi à ces catégories particulières-là de victimes. On veut nous faire croire qu'en Côte d'Ivoire même, ils n'ont pas pu faire asseoir les gens et dire, lorsqu'on parle du bombardement de tel lieu et tel lieu, qui est témoin, qui a vécu quoi, etc. Parce que l'on parle des victimes comme s'il s'agissait de faits qui se produiraient sur la planète Mars. Si les victimes sont effectivement des Ivoiriens, l'État de Côte d'Ivoire, le gouvernement de M. Ouattara, doit les recenser, doivent trouver un fonds pour les dédommager et trouver une table pour mettre tout le monde face à face. Pour qu'on dise, est-ce que vraiment les Ivoiriens pensent que M. Gbagbo s'est levé un matin en disant « je vais aller massacrer des gens ». Est-ce que c'est imaginable que quelqu'un qui s'est battu pour la démocratie dans son pays se lève un beau matin sans aucune raison et se mette à tuer ses compatriotes? Pourquoi est-ce qu'ils auraient fait? Donc, la question des victimes, c'est une question extrêmement instrumentalisée. Et vous verrez bien dans les médias internationaux à quel... Je vais vous joindre. Il a dit un mot important, Frédéric. Cette question est instrumentalisée. Pourquoi? Je vais vous répondre avant qu'il ne chute, Frédéric. Parce qu'il a très bien dit. Parce que on ne peut pas dire que les victimes pour sa chaîne contre Gbagbo. Il y a un fonds spécial à la CPI. Que les Gbagbo soient déclarés, soient acquittés ou pas, ce fonds existe. Et à travers ce fonds, on peut s'occuper des victimes. Donc, dire que c'est parce qu'on recherche les auteurs pour indemniser les victimes, c'est un faux débat, Frédéric. Parce qu'il y a un fonds qui est là, il y a, n'est-ce pas, les frais qui sont disponibles, alors que la CPI, n'est-ce pas, désintéresse les victimes. Parce que c'est à quoi ces fonds-là servent. D'accord. Merci, cher monsieur. Donc, vous voyez donc qu'il y a plusieurs possibilités. Que la Côte d'Ivoire elle-même, parce que ce sont ses citoyens qui sont victimes, prennent des mesures pour réparer les torts. Qui que ce soit qui ait causé ces torts par ailleurs. Monsieur vient de parler d'un fonds international dont nous ne connaissions pas l'existence. Et ensuite, observez bien, lorsque vous regardez les gens qui vous parlent des victimes. Lorsqu'on vous présente les victimes mécontentes, c'est toujours contre M. Gbagbo. Donc on dirait que dans cette... Il y avait quelqu'un qui tenait bien les ficelles à ce moment-là. Non, entendons-nous bien. À moins que vous ayez des preuves contre lui. Même ceux qui l'accusaient ont dit, ce monsieur est innocent. Donc, sauf si vous voulez être plus royaliste que le roi, pour le moment, tous ces gens qui avaient la propagande ici au Cameroun, on en a vu quelques-uns, qui sont dans le même mouvement de soi-disant communauté proche de la communauté internationale, réclamer le départ. Attendez que je suis sur ce point-là. Oui. S'il y a eu un conflit, et qu'on dit il y a eu X nombre de victimes, forcément, il y a des victimes qui étaient des gens proches ou bien d'accord avec la politique de M. Gbagbo. Pourquoi on ne leur donne pas la parole? Pourquoi est-ce que les victimes que l'on vous présente sur les médias internationaux, français notamment, c'est toujours des gens qui disent « Ah oui, on est contre la libération de Gbagbo ». Si vous êtes vraiment victime d'une situation, vous cherchez d'abord à connaître la vérité. Il devrait se demander pourquoi est-ce que la Cour n'a pas condamné M. Gbagbo si effectivement il y a des éléments de preuve. Alors, donc ce sont de traiter avec légèreté ces questions-là, parce que ce sont des questions vitales pour nos sociétés. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est ce qui se passe ici chez nous. Maître, on arrive à vous. Finalement, la question des victimes se soulève, puisqu'on entend le son de cloche de ces victimes-là qui crient à corps et qui demandent qui est véritablement le responsable. Puisqu'on dit aujourd'hui, et la Cour pénale internationale le dit, la CPI, de la France. Laurent Gbagbo n'est pas le responsable de ces crimes-là. Charles Blé Goudé encore moins. Qui est donc le responsable? Quelqu'un a dit la France, l'autre a dit... La France, c'est M. Ouattara. M. Ouattara, qui est le président en exercice de la Côte d'Ivoire. Vous savez que je ne peux pas parler comme lui. Je vous parle en tenant compte des faits. Vous savez que les faits sont têtus. Lorsque la CPI est saisie, Gbagbo et Blé Goudé sont poursuivis pour les faits de crimes de guerre, oui, des génocides, des crimes contre l'humanité, viol et autres. On a estimé que dans le bord des accusés, voilà ceux qui ont
perpétrer ces crimes en Côte d'Ivoire. Donc voilà ce qui devait, n'est-ce pas, dédommager les victimes. Mais il se trouve que la vérité a éclaté. Vous savez que ce qui est bien en droit, c'est que lorsqu'une décision est rendue, c'est la vérité du juge. Le juge a estimé que le plan de massacre orchestré en Côte d'Ivoire n'avait pas été planifié par M. Gbagbo et M. Laurent Gbagbo. Et à l'état actuel, Frédéric, n'allez pas demander à Laurent Gbagbo et à Blé Goudé de réparer le préjudice dont les victimes ont subi, parce que ces deux-là ont été acquittés. Et mon frangin a dit quelque chose de très important. Il a dit que les juges ne sont pas allés au bout des débats. C'est ce qui est extraordinaire, parce qu'en droit, Frédéric, qu'est-ce que c'est pas généralement en droit quand il y a un procès? On entend la victime qui finit, on entend le présumé responsable qui finit, on donne la parole au procureur qui prend ses réquisitions, et la parole est ensuite de nos avocats pour les plaidoiries, et la cause est mise en délibéré. Mais chose extraordinaire à la CPI. À la CPI, pendant que les avocats de Gbagbo demandent la libération conditionnelle ou provisoire, et pendant que Benza est en train de s'opposer à cette libération conditionnelle, coup de théâtre, les juges disent non, ça a trop duré. Ces gens-là n'ont rien fait. On ne veut pas, on va pas se plancher sur la liberté provisoire ou pas. On se planche sur le tout. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils pondent une décision de justice, d'acquittement, avec pour effet de libération immédiate. Chose extraordinaire. Donc, les juges de la CPI prennent, n'est-ce pas, le procureur à contre-pied. Et c'est pour ça qu'ils n'ont rien compris. Et ils ont demandé un ajournement pour dire si oui ou non, ils vont faire appel ou pas. Et quand on leur dit au CS que, qu'est-ce que vous dites? Ils disent, on veut faire appel et on aimerait que la décision de libération ne soit pas appliquée. Les juges répondent. Ils disent, ces gars sont acquittés et nous maintenons la libération immédiate. Que nous disent les statuts de Rome? Ils disent que le procureur, et c'est ce qui me choque, Frédéric, le procureur peut s'opposer à leur liberté. C'est justice internationale. Non, c'est justice internationale. Donc, en d'autres termes, on n'est pas dans la configuration des juridictions nationales. Très bien, vous avez tout compris. Et vous allez voir ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que Fatou Bensouda est en train de tout faire pour que ces deux-là ne rentrent pas en Côte d'Ivoire. Vous verrez qu'à l'automne de février, c'est ça le vrai. Ça, il peut lire dans la boule de cristal. En février, vous devenez visionnaire en même temps. Oui, je vais le faire ce soir, Frédéric. En février, Fatou Bensouda va dire qu'elle ne s'oppose pas à la liberté constitutionnelle, mais que ces gens ne rentrent pas en Côte d'Ivoire. Parce qu'elle estime que s'ils rentrent en Côte d'Ivoire, ils ne pourront plus venir honorer aux différentes convocations lors du procès d'appel. Mais Frédéric, quel procès d'appel? Sur quel élément est-ce qu'elle va, n'est-ce pas, justifier son appel lorsque on dit que les éléments que vous avez produits ne suffisent pas à établir leur culpabilité? Mieux, ils contredisent votre accusation. Vous faites venir des témoins qui deviennent des témoins des charges. On a une expression très importante, nouvelle en droit. On savait en droit, Frédéric, qu'il y avait deux types de témoins. Témoins à charge et témoins à décharge. À la CPI, on a une nouvelle expression, témoin dissident. Ça dit que vous venez, n'est-ce pas, témoigner, on vous dit, venez nous dire que voilà celui qui a tué X. Et on vous dit que celui-ci c'est une bonne personne, ce n'est pas lui qui a tué, voilà les autres. Ça veut donc dire quoi, Frédéric? Que le procureur gagnerait à pousser ces enquêtes, comme elle a si bien dit, mais à les orienter ailleurs. Laisser Gbagbo et Blé Goudé jouir de leur liberté. Elle ne peut pas les orienter ailleurs. Alors, on va prendre quelques SMS, messieurs, si vous le permettez bien. Bonsoir, le riche panel. Je pense que la CPI n'a pas de raison d'être vue qu'elle a pour objectif de s'acharner sur les dirigeants africains. Je la trouve très politique, surtout concernant la pseudo-libération de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, mais la seule lumière divine et le ras-le-bol des Africains maintiendront Gbagbo et Charles Blé Goudé debout
C'est M. Eric Dikanda de Doc Passy qui nous envoie ce SMS. La suite, nous ne pourrons pas la lire. C'est impensable que des personnes lucides puissent vouloir blanchir un des 4 démons que sont Laurent Gbagbo, Alassane Dramane Ouattara, Charles Blé Goudé et Guillaume Soro, qui sont responsables de la mort des millions d'Ivoiriens qu'on soutienne, qui on veut, des milliers d'Ivoiriens, pardon, qu'on soutienne qui on veut, mais il vaut mieux ne pas démontrer l'indémontrable. Malheureusement, ce Camerounais n'a pas signé son SMS. D'autres SMS qui sont arrivés sur notre contrôle ce soir. Bonsoir à tous, à tout au clair. Je voudrais savoir où la CPI puise-t-elle l'argent pour son fonctionnement. C'est Adrien à Yaoundé en Colbison qui nous a envoyé sur SMS. Un autre SMS, bonsoir à vous. Malheureusement, il n'y a pas de contenu. Laurent Gbagbo est coupable, Alassane Dramane Ouattara est coupable. Le casting devrait être assez éclectique à la Cour pénale internationale. Pour ce Camerounais, on devrait retrouver les 2 individus, les 2 personnalités pour être jugés dans cette Cour pénale internationale. C'est son point de vue dans le cadre de ce programme sur Tout au clair de ce soir. Alors, ne nous appelez pas, ne nous demandez pas de vous rappeler non plus parce que nous ne pourrons pas le faire. L'émission est interactive. Vous nous envoyez simplement votre question, votre contribution à travers le 699 57 30 26, 699 57 30 26 et nous nous ferons le plaisir, le bonheur de lire votre contribution dans le cadre de cette émission Tout au clair de ce soir comme tous les autres jours. Bonsoir le panel, belle émission pour ma part. La CPI est un instrument de néocolonisation mise par les Occidentaux pour contrôler et étendre leur hégémonie sur nos chefs d'État et notamment chefs d'État africains. C'est Paulin de Biémassi qui envoie son SMS. Bonsoir, pourquoi les Ivoiriens ne veulent pas le retour de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire? C'est M. Ngué qui nous envoie le SMS. Alors, une question. Puisqu'on parle d'acquittement, on parle de pratiquement pas de responsable de cette situation post-électorale en Côte d'Ivoire. On voudrait bien savoir, et quelqu'un nous demande ici, qui a tué Robert Ngué? Vous savez, au lendemain de la mort de Robert Ngué, la presse ivoirienne, et au-delà de l'opinion internationale, en fait, une certaine opinion avait accusé de manière frontale Alassane Dramane Ouattara. Et vous vous rappelez d'ailleurs qu'au lendemain de ces accusations-là, il avait opéré une sortie pour dire qu'il ne peut pas être celui qui a été à l'origine de ce qui est arrivé. Ce matin encore, je parcourais cette interview qui avait été accordée à un média international, La Place. Et voilà, donc jusqu'à une certaine date, les responsabilités n'ont pas clairement été établies sur les véritables causes, en fait sur les véritables auteurs de la mort de Robert Ngué. Et quand vous regardez justement, c'est depuis cette date-là, depuis 2002, que la situation s'est analysée au point où il y a eu report d'élection en report, jusqu'à aboutir aux accords de Macoursi, où Laurent Gbagbo avait accepté un certain nombre de choses quand il était justement face à ces néocolons du côté de la France. Une fois rentré, il a changé de position. C'est d'ailleurs la raison qui lui avait valu la pseudo-appellation de boulanger, où on disait qu'il avait roulé tout le monde dans la farine, parce qu'il avait compris à quel niveau se trouvaient les enjeux. Lui, en tant que patriote, lui, en tant que panafricain, rappelez-vous de ce discours, avait souligné à Uadia que les Africains doivent prendre leurs responsabilités en main. Il trouve insultant, il trouve révoltant que les Occidentaux manipulent, que des Occidentaux accusent, insultent nos chefs d'État qui ont malheureusement pillé leur pays pour aller investir dans les leurs. Parce que si les pays occidentaux sont ce qu'ils sont, c'est à cause justement de ces pseudo-chefs d'État ou de ces néocolons qu'on met à la tête de nos États pour diriger nos États. Et il se trouve malheureusement que Laurent Gbagbo et Blé Goudé, vous n'avez qu'à écouter, nous ne voyageons pas sans bagage, on n'a qu'à écouter les différentes sorties. Vous verrez que Laurent Gbagbo, Blé Goudé, les deux sont restés
fidèles à leur point de vue, contrairement à Alassane Dramane Ouattara, qui tout le monde voit qu'il est assez pro-occidental. Et je vous rappelle d'ailleurs qu'il a travaillé pour des institutions internationales. Il a été à la solde de ces puissances internationales-là, et il a été d'ailleurs un ami très fidèle du président Sarkozy, qui, à l'époque de l'arrestation de Laurent Gbagbo, était au pouvoir en France. C'est lui qui tenait les rênes du pouvoir. Et c'est même lui qui a accompagné cette armée-là, dit-on, appuyée par la communauté internationale, jusqu'à l'arrestation de Laurent Gbagbo, avant de le remettre entre les mains est-ce que d'une façon ou d'une autre, Alassane Dramane Ouattara, au regard des enjeux politiques qui se pointent à l'horizon, aura d'une façon ou d'une autre plaidé auprès de ce que vous appelez les néocolons, afin de permettre son acquittement et peut-être sa libération dans les jours à venir? On ne peut pas le dire avec véhémence, mais les faits sont têtus. Quand on regarde comment on est arrivé à là, quand on regarde comment Fatou Bensouda arrive à la tête, arrive comme procureur général, quand on regarde l'arrivée même de M. Ouattara au pouvoir, on comprend effectivement qu'il y a des intérêts qui sont au-dessus des intérêts des Ivoiriens, qui ne mettent pas malheureusement les Ivoiriens au centre des préoccupations des uns et des autres. Et tant que ces intérêts seront toujours au devant de la scène, Laurent Gbagbo et Blé Goudé, qui tiennent un discours contraire à ce qui est appliqué actuellement en Côte d'Ivoire, seront toujours dans les geôles de la CPI. Ils pourront être libérés, moi je continue à croire, sous condition, le 1er février, mais ils ne retourneront jamais en Côte d'Ivoire. Rappelez-vous que Alassane Dramane Ouattara, pour se faire bonne conscience auprès de l'opinion nationale ivoirienne, a souligné qu'il n'amènerait plus d'Ivoiriens à la CPI et qu'il est favorable à une ouverture au dialogue. Et quand on sait que l'un des pions essentiels de ce dialogue-là, de cette réconciliation, est Laurent Gbagbo, on continue à croire que tant que Laurent Gbagbo est en prison, tant que Laurent Gbagbo ne rejoint pas la Côte d'Ivoire, parce que même s'il va en Belgique, cela ne résoudra pas le problème du côté de la Côte d'Ivoire. Et les élections prévues en 2020, où il dit qu'il ne sera pas candidat, je vous rappelle que s'il n'est pas candidat, l'un de ses affidés, parce que pour l'instant on les présente comme étant dissident, qui est Guillaume Soro, sera candidat. Et on craint effectivement que l'arrivée de Blé Goudé en Côte d'Ivoire puisse mettre à mal le positionnement de Guillaume Soro, parce qu'au regard des vents, au regard de la clameur, au regard des faits, il est clair que Blé Goudé sur le plan politique, sur le plan national, a une assise, a une opinion favorable, a une aura favorable par rapport à Guillaume Soro, qu'on accuse d'ailleurs d'être parmi ceux qui ont tué les 3600 Ivoiriens qu'on continue à dénoncer aujourd'hui. Jean-Baptiste Ketchaten, on parle de réconciliation en Côte d'Ivoire, mais est-ce que la décision de continuer de maintenir Laurent Gbagbo, d'abord de la quitter, ensuite de continuer de le maintenir dans les geôles de la CPI, ne divise pas davantage la Côte d'Ivoire au point de risquer même de complètement mettre une fois de plus à feu et à sang ce pays de l'Afrique? Bien sûr que le maintien de Laurent Gbagbo hors du jeu politique, hors de la communauté ivoirienne, est un danger, est un élément de division pour les Ivoiriens. Mais je ne crois pas que de ce simple fait, on puisse retourner à la guerre, parce que ceux qui ont fait la guerre sont au pouvoir. Ils ont fait la guerre pour empêcher Laurent Gbagbo de donner et de mettre en œuvre une autre politique que celle d'Houphouët-Boigny. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est de là que vient le problème. Le problème vient de ce que, en Côte d'Ivoire, comme au Cameroun d'ailleurs, il y a deux visions politiques qui s'affrontent. Et celle de M. Gbagbo est parvenue au pouvoir alors que presque personne ne s'y attendait. Alors pour l'empêcher de mettre en place même de simples fondations d'un système différent, ils ont fait la guerre. Donc, il est peu probable que, parce que Gbagbo n'est pas là... Est-ce que cette réconciliation tant souhaitée par les Ivoiriens, tant vantée par le président Alassane Dramane Ouattara, est possible sans
Et vous vous souvenez, Thierry Niopé l'a relevé ici. Est-ce qu'elle est possible, cette réconciliation, sans Laurent Gbagbo? Je dirais plus sans l'esprit de Laurent Gbagbo. Parce que ce qui compte, c'est sa vision du monde. C'est sa manière de voir la Côte d'Ivoire. Son parti est complètement en lambeau aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ça, c'est vous qui... Il n'y a presque pas de véritable leader là-bas. Ça, c'est vous qui le dites. Ça, c'est vous qui le dites. Moi, je ne crois pas que son parti soit en lambeau. Il a, comme tous les partis qui sont dans la lutte, ils traversent des difficultés. Nous, on a connu ça au sein de l'UPC et au sein du Manidem. Mais la ligne reste là et ceux qui restent fidèles à la ligne vont arriver à réaliser les buts ultimes du parti. Je disais que le plus important dans cette confrontation-là, ce sont les idées que Laurent Gbagbo a apportées dans la lutte politique avec ses camarades, bien entendu. C'est ça qui est le plus important, au-delà de sa personne. Parce que c'est quand ces idées-là auront été admises sur la table de discussion comme des idées, comme une manière de voir le monde qui est admissible, que la paix va revenir en Côte d'Ivoire. Parce que ce qui chagrine certainement les Ivoiriens, comme n'importe quel peuple soucieux de progrès dans le monde, c'est que Laurent Gbagbo est parvenu au pouvoir et en quelques semaines, en quelques mois, les oufouettistes se sont réunis pour lui faire la guerre. C'est ça qui pose problème. On lui aurait laissé l'opportunité de passer 5 années au pouvoir, de prouver de quoi il est capable ou incapable. Et au bout de ces 5 ans-là, on aurait fait des élections pour décider de le remercier. Les élections ont été reportées plusieurs fois en Côte d'Ivoire. Non, attendez. Vous sautez les étapes. Parce que si vous sautez les étapes, vous ne comprenez pas pourquoi l'élection a été reportée. Laurent Gbagbo arrive au pouvoir après le putsch du général Guèye, qui organise des élections. Gbagbo bat Guèye aux élections. Guèye essaie de s'accrocher. Gbagbo mobilise les Ivoiriens qui descendent dans la rue pour dire non, tu as perdu les élections. Laisse celui qui a gagné diriger le pays. Jusque-là, les choses sont simples. Il organise une conférence de réconciliation entre les Ivoiriens parce qu'il y avait déjà toutes sortes de problèmes. Mais les oufouettistes qui ne l'entendent pas de cette oreille, ils font une tentative de putsch, ça échoue. Ils en font une seconde et ils la transforment en guérilla, en guerre contre le régime de Laurent Gbagbo. Comme la Côte d'Ivoire n'avait pas une armée importante, c'est facile pour eux, en se repliant sur le Burkina Faso, qui est le pays chargé de déstabiliser tout ce qui ne plaît pas à la France dans la sous-région d'Afrique de l'Ouest et même au-delà, d'attaquer la Côte d'Ivoire. Ça s'est passé devant tout le monde, personne ne peut le nier. Ils ont dit, M. Ouattara a dit, je frapperai ce régime et il tombera sûrement. Le jour où il y a eu le débat, le fameux débat entre Gbagbo et Ouattara, lors de l'élection de 2000, le deuxième tour de l'élection en 2010, il lui a dit, c'est toi qui as fait cette rébellion. C'était devant tous les Ivoiriens. Vous pensez vraiment que quand les autres Ivoiriens qui ne sont pas d'accord avec la politique de M. Ouattara, ils voient ça, ils vont avoir le cœur apaisé? Non. Ce qui pose problème là-bas, comme ici au Cameroun, je le répète, c'est qu'il y a une tradition politique ou fouettiste qui est au pouvoir depuis toujours et qui n'accepte pas la contradiction. Dès qu'il y a eu une petite possibilité de prouver quelque chose de différent aux Ivoiriens, ils ont pris les fusils, ils ont fomenté une rébellion, soi-disant pour défendre les nordistes, comme si il y avait spécialement un problème de nordistes. Et ça a duré, le temps que ça a duré, avant que l'élection ne se fasse. C'est donc en s'assurant que les idées politiques contraires à celles des oufouettistes auront droit de citer en Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire va trouver la paix. Que Gbagbo soit là ou pas. C'est ça le plus important. Merci à vous, Jean-Baptiste Ketchaken, de ces précisions que vous nous apportez dans le cadre de ce débat. Quelques SMS avant de prendre l'avocat et d'aller justement voir les méandres de cette affaire de dommages et intérêts. Pourquoi, comment, qui doit payer quoi à qui. On essaiera de comprendre cela dans quelques instants. La CPI
qui est une parodie de justice, qui est là pour la théâtralisation du triste spectacle orchestré par les Africains eux-mêmes. Quels sont ces Africains éternellement mineurs pour se cacher derrière les Occidentaux? C'est Vincent Atangana Defoulan, dans la capitale politique du Cameroun, Yaoundé, qui nous envoie ce SMS. Bonsoir au panel, c'est Romuald de Mbogada, toujours à Yaoundé. L'Afrique doit protéger ses ressortissants, ils sont libérés. Je crois en eux, apprenons à respecter nos héros africains. C'est ce monsieur qui nous envoie ce SMS. La CPI, il faut le dire avec la grande véracité qui puisse exister, un machin mis en place pour oppresser les Africains. La vérité continuera de suivre ces guerriers africains. Christian Le Barin depuis Village, marché, c'est dans la capitale économique du Cameroun, Douala. Bonsoir à tous, c'est dommage que le docteur Essomba ne soit pas venu à ce programme. Nous savons tous que la CPI travaille pour les intérêts de l'Occident et ne juge que les récalcitrants qui refusent d'appliquer comme ils le veulent à leur volonté et ils manipulent malheureusement nos pays africains. C'est Karl Dana qui nous envoie ce SMS dans le cadre de ce programme Tout au clair sur la télévision du monde. On a déjà répondu à la question sur qui a tué le général Robert Gueye. Bonsoir à vous. Je suis très choqué. Le problème, c'est Ouattara en Côte d'Ivoire, celui qui détient Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé en prison, qui doit les faire sortir. Prions tous pour eux. C'est M. Owona Douala à Aquanor qui envoie ce SMS. Bonsoir à vous. J'aime votre émission. Comment faire pour rencontrer l'avocat? On vous donnera la précision à la fin de l'émission. Bonsoir. Pourquoi le docteur Somba n'est pas sur le plateau? Des impondérables sur son programme. Que l'Afrique prenne son destin en main. C'est Gabriel Mangele qui envoie ce SMS. Bonsoir. Je pense que Laurent Gbagbo est comparable à Mandela. Tous les Africains doivent se mettre debout comme un seul homme derrière le président Laurent Gbagbo. La CPI et certains juges ont dit le droit comme ils avaient ou devraient être, comme le droit devait être dit pour la procureure. Elle est la honte de l'Afrique. Elle aura honte toute sa vie. God bless, sans signer ce SMS. Bonsoir, nous demandons tout simplement la libération pure et simple de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. C'est Bouba Madi à Kaélé, dans l'extrême nord du Cameroun, qui envoie ce SMS. Bonsoir à vous, c'est Robert qui envoie ce SMS. Malheureusement, pour lui, il pense que nous devons réagir et que seul l'esprit africain devra prédominer au sortir de cette affaire Laurent Gbagbo à la Cour suprême ou à la Cour pénale internationale. Bonsoir le panel, pourquoi la CPI ne juge que les Africains? C'est Monsieur Sarkozy n'est-il pas aussi responsable des tueries en Côte d'Ivoire? Parce qu'il est blanc, il n'est pas jugé. Jean-Marie Nzege de Bonabéry qui envoie ce SMS. Alors, maître, je viens à vous, avant bien évidemment la centaine de SMS que nous continuons de recevoir dans le cadre de ce programme Tout au clair. Je viens à vous pour deux situations. Alors, pourquoi est-ce qu'on est dans un cas de figure différent dans l'affaire Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo, contrairement à l'affaire Jean-Pierre Bemba? Bon, vous savez, cas de figure différents, je ne sais pas. Ça dépend des juges de la CPI. Vous avez vu comment Bemba, son cas a été rapidement traité. C'était toujours à la veille d'une élection. Nous sommes à la Côte d'Ivoire, c'est toujours la veille d'une élection. Les juges de la CPI estiment que ceux qu'on poursuit n'ont rien commis et qu'il faille les mettre en liberté. Mais le procureur qui joue à quel jeu, je ne sais pas, décide n'est-ce pas, de ne pas acter à la demande de libération immédiate et décide, n'est-ce pas, de s'opposer. Maintenant, le cas Bemba, est-ce qu'il y a eu libération immédiate? Où est-ce qu'il se trouve? Pourquoi est-ce que ça n'a pas autant jasé qu'en Côte d'Ivoire? C'est tout simplement parce que je dirais aussi que nous avons un peu prêché. Hein. À la dernière fois, quand j'ai demandé aux Africains de ne pas tellement sortir dans les rues pour, n'est-ce pas, donner raison à ceux qui disent que Laurent Gbagbo est encore autant
populaire en Côte d'Ivoire. Les juges de la CPI ont jeté, n'est-ce pas, un pavé dans la mare. Dans la mare. C'est-à-dire que moi, je me dis, quand j'ai fait un peu une lecture rétrospective, qu'ils ont voulu voir ce que ça allait donner lorsque on va, n'est-ce pas, donner l'acquittement à Gbagbo et à Blé Goudé. Vous savez qu'en France, on a brûlé, n'est-ce pas, l'ambassade de Côte d'Ivoire. Vous avez vu les images. C'est vieux, hein. Bon, j'ai vu les images. On aurait brûlé, n'est-ce pas, cette ambassade parce que les Africains... Les informations que nous avons recoupées disent que cette actualité n'est pas récente. Donc, on est assez dubitatif sur la question parce que jusqu'à ce jour, le gouvernement ivoirien ne s'est pas prononcé sur la question. Encore moins l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France. Personne n'a dit mot sur ces prétendues images qui continuent de faire le tour des réseaux sociaux. Donc, on reste assez prudent sur l'information selon laquelle l'ambassade de la Côte d'Ivoire en France aurait brûlé. Très bien, vous voyez qu'on emploie le même thème, le conditionnel, aurait brûlé. Mais tout cela, Frédéric, ça renvoie à quoi? Ça renvoie, n'est-ce pas, à des manœuvres tendant, n'est-ce pas, à continuer à faire chosifier, n'est-ce pas, notre cher et beau continent. Parce que les Africains ont vu en Mondovision comment est-ce que la procureure n'a pas pu rapporter les éléments à charge, prouvant à suffire que ceux qui ont commis des massacres en Côte d'Ivoire, les voilà. Ok. Oui. Allez-y. Ils ont vu comment les juges ont démontré que en fait les responsables n'étaient pas ceux-là, mais ils étaient ailleurs. Alors, à partir de cet instant, les responsables ne sont pas Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, mais au jour d'aujourd'hui, Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo continuent d'être détenus à la CPI. Et une question s'est posée avec acuité: qui va devoir assumer la responsabilité de cette détention pendant pratiquement 7 ans de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé? Très bien. Posez là une très bonne question. Et c'est la question qui fait peur à la CPI. Avant de répondre, je pose une question simple. Qui détient actuellement Gbagbo dans les geôles? C'est la CPI. Parce qu'elle estime que Gbagbo aurait commis les faits de crime, les faits de génocide et tout ce qu'on peut dire. Mais il se trouve que on a vu que cette CPI a maintenu Laurent Gbagbo pendant 5 ans pour rechercher les preuves. D'où quoi, Frédéric? D'où l'expression erreur judiciaire très grave. Et quand vous prenez le statut de Rome, à l'article 85, il est clairement indiqué que lorsque on est acquitté devant la CPI et qu'on estime qu'on a été victime des erreurs judiciaires très graves, alors il nous revient de demander réparation à qui? À la CPI. Parce que c'est cette CPI-là qui nous a maintenus en détention illégale. Maintenant là, Fadi Bensouda se rend compte que elle sera appelée à réparer, n'est-ce pas, ce qu'on a fait subir à Laurent Gbagbo et à Blé Goudé. C'est la raison pour laquelle nous ne serons pas surpris que à la cour d'appel, à la chambre d'appel, que la décision rendue en instance soit infirmée et que Gbagbo et Blé Goudé soient reconnus coupables. Et ils vont le faire, pourquoi? Parce qu'ils veulent échapper aux condamnations à des dommages et intérêts. Et c'est vraiment regrettable lorsque on, n'est-ce pas, s'appuie sur ce genre d'éléments pour maintenir de façon abusive des Africains valeureux. Mais est-ce que la loi, le droit n'encadre pas ce cas de figure? Le droit encadre effectivement. Mais sauf que, c'est même ce qui me choque, parce que on va demander réparation à qui, Frédéric? À la CPI. Qui sera juge et partie? Je vois donc mal cette CPI reconnaître que oui, nous sommes, n'est-ce pas, auteurs des erreurs judiciaires et par ce fait maintenant condamner cette même cour à réparer le dommage subi par Laurent Gbagbo et Blé Goudé après 7 ans, 8 ans de détention illégale. Donc moi je pense que cet article 87 aurait, n'est-ce pas, créé une juridiction indépendante qui devait être compétente pour connaître cette demande-là. Comme c'est le cas dans notre pays avec la Cour suprême qui a créé une commission à la Cour suprême, qui indemnise, n'est-ce pas, les victimes de détention abusive. Vous voyez que cette juridiction-là, elle est indépendante et n'est pas liée aux tribunaux.
Donc ça veut dire que, je prends un exemple banal, si on vous a détenu de façon abusive à la poste en cas de Nobel par ordre du procureur du tribunal de Ndokoti, et que demain on estime que cette détention était abusive, il vous revient de saisir donc cette commission-là pour que réparation. Vous voyez que cette commission-là, elle ne se trouve pas dans la juridiction du TP Douala Ndokoti, elle se trouve ailleurs. Et les juges seront totalement indépendants pour apprécier. Mais dans le cas d'espèce, mon frère Frédéric, dans le cas d'espèce, on dit qu'il faut saisir la CPI pour demander réparation. Alors je vois mal cette CPI-là reconnaître qu'elle a, n'est-ce pas, commis les erreurs. Et je vois donc également mal cette CPI-là mettre Laurent Gbagbo et Blé Goudé en liberté. D'où le procès en appel qui, pour moi, va devenir cette fois-ci une farce. Parce que le vrai droit a été dit en instance. À la Cour, on va, n'est-ce pas, venir simplement protéger la CPI. Et c'est regrettable. Thierry Nopin, un nouveau cas de figure pourrait se présenter d'ici le 1er février prochain. Laurent Gbagbo pourrait ne pas être finalement libéré. Il pourrait continuer d'être détenu dans les geôles de la Cour pénale internationale au regard des éléments que nous présente aujourd'hui Maître Robert Yambi. Tout est possible, tout est possible. Il peut être détenu, continuer à être détenu, il peut être libéré. Moi je plaiderais pour sa libération et je pense que... Est-ce que vous pensez que la CPI va pouvoir se tirer une balle dans le pied ou alors trancher la branche sur laquelle elle est assise? Le plus important ne se situe pas au niveau des indemnisations. Parce que Laurent Gbagbo, on l'a vu en Mondovision pendant de longues années, ne se focalisait pas sur... en fait, n'a pas axé sa manière de vivre sur des pécunes, sur de l'argent. Donc pour moi, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'ils soient réhabilités et que leur innocence soit prouvée. Et je crois qu'en l'état actuel, tel est le cas. Et quand on regarde même, pour moi, le cas Fatou Bensouda est assez unique. Parce que je vous rappelle en même temps que quand vous regardez même autour de son environnement, vous vous rendez compte qu'elle est l'épouse d'un homme qui n'est pas n'importe qui quand même. Qui, peut-être si vous ne le savez pas, mais en fait, vous le savez certainement les téléspectateurs également le savent, je vais donc enfoncer une porte déjà ouverte, qui gagne des marchés en Côte d'Ivoire. À partir de là, je crois qu'il y a délit d'initié et que Fatou Bensouda devait simplement se dessaisir de ce dossier. Ce sont autant d'éléments. On a l'habitude de le dire, il y a le texte, il y a le paratexte, il y a le contexte. Le texte et le contexte. Voilà, il y a le texte et le contexte. Donc quand on regarde ce qui se passe, on commence à analyser, on commence à passer tous les éléments au crible de la pensée critique et on se rend compte que, mais en fait, il s'agit simplement d'un procès en sorcellerie. Et c'est ce qui se passe actuellement dans le cadre du procès Blé Goudé, Laurent Gbagbo contre la communauté internationale. Parce que moi, je dis contre la communauté internationale, on a beau accuser la Côte d'Ivoire ou M. Ouattara, mais moi je crois qu'au-delà de ce qui se passe, la communauté internationale est également responsable et j'accuse davantage l'Union africaine. On en a vu le président Paul Kagame prendre les devants il y a quelques jours encore pour demander au Conseil constitutionnel d'un État indépendant d'arrêter la proclamation des résultats, de sursoir, de nommer quelqu'un à titre intérimaire pour lui organiser le processus électoral, quand vous savez effectivement que ce processus en RDC a coûté beaucoup d'argent, mais voilà la position de Paul Kagame. Jusqu'au jour ne s'est pas prononcé sur le cas de Laurent Gbagbo. Voilà, et c'est justement ça le problème. Les chefs d'État de l'Union africaine ne se sont pas encore prononcés sur le cas de Laurent Gbagbo, alors que la communauté, alors que les juges d'instance ont demandé sa libération. Quels sont ces Africains qui demain peuvent se retrouver dans la même situation, je vous rappelle, qui refusent de lever le petit doigt quand même les juges qui sont chargés de gérer un dossier décident de mettre pas leurs compatriotes, mais leurs collègues, président entre guillemets, en liberté. Ils n'agissent pas, ils ne font rien, ils ne lèvent pas le petit doigt. Pour moi, je crois que c'est un silence qui est complice. Il faudrait qu'on le dénonce avec la dernière énergie et que nos chefs d'État cessent d'être des suppôts de ces puissances occidentales et qui mettent la patrie, le patriotisme, le panafricanisme et les intérêts des Africains au centre de leurs préoccupations.
Jean-Baptiste Ketchaten, est-ce que toutes les parties dans le cadre de l'affaire Charles Blé Goudet, Laurent Gbagbo ont joué pleinement leur rôle ou alors ont laissé la justice éclore et donner et rendre son verdict, donc de laisser exposer la vérité? Ça, on ne pourrait pas le dire quand on n'a pas plus d'éléments que ce dont nous disposons. Je tiens à rappeler, comme on l'a dit d'entrée de jeu, que pour nous, il ne s'agit pas d'une cour de justice. C'est une cour politique. C'est une cour politique qui tranche... On a dit le droit. Non, l'avocat l'a dit. Le droit... On a dit le droit à la CPI. Je ne voudrais pas vexer maître, mais je le dis souvent à ses confrères, à ses collègues. Le droit, c'est le produit d'un rapport de force politique. Donc, c'est la confrontation des forces sur le terrain qui dit que voici ce qui est le droit. Ce n'est pas parce qu'on a écrit dans un texte, etc., ou bien, et ce n'est pas la justice. Ce qu'on dit au tribunal, ce n'est pas forcément ce qui est juste. Donc, ce qui se passe à la Cour internationale de justice, c'est le résultat d'un rapport de force sur le terrain. Si les Ivoiriens avaient été plus forts que la communauté internationale, jamais on n'aurait capturé leur président. Ils auraient réglé le compte de la France, de M. Ouattara, de M. Soro, et la vie aurait continué. Mais c'est parce que le rapport de force sur le terrain était défavorable au camp ivoirien, dirigé par Laurent Gbagbo, qu'il a été interpellé. Donc il ne faut pas considérer le droit comme une donnée éthérée qui viendrait, qui tomberait du ciel pour arbitrer les conflits entre les gens. Non, c'est toujours et partout dans toutes les sociétés le résultat d'un rapport de force. Le cas de la RDC nous parle. Oui, voilà la RDC où chacun vient dire qui est le président d'après lui. C'est parce que c'est des forces qui sont en confrontation. Et lorsqu'elles vont s'affronter, soit elles vont se neutraliser, soit l'une va écraser l'autre, soit elles vont s'entendre. J'ai entendu dire avant d'entrer dans ce studio que le ministre des Affaires étrangères français disait prendre acte de la décision de la Cour constitutionnelle du Congo de reconnaître ou bien de déclarer que c'est le petit Tshisekedi qui a gagné les... Président Tshisekedi. Oui, je dis Tshisekedi fils, c'est le fils de son père. Des gens qui... président de la République aujourd'hui. Oui, mais c'est les gens qui ont condamné cela. Il faut, quand je dis ça, c'est pour le lier à son père qui était contre Lumumba. C'est les gens qui ont applaudi à l'assassinat de Lumumba. Il ne faut pas l'oublier. Parce qu'il ne faut pas croire que les choses se produisent par hasard. Les gens n'arrivent pas où ils sont par hasard. Pour revenir à la cour dont vous parliez, ce n'est pas un hasard si Laurent Gbagbo se retrouve là. C'est parce qu'il s'est battu pour imposer un ordre nouveau dans l'intérêt de ses compatriotes en Côte d'Ivoire. On lui a dit, tu as la possibilité de, comme on dit chez nous, de prendre ta part, d'arranger ton beefsteak, de t'enrichir aussi, d'être multimilliardaire. Il a dit non. Moi, je me suis battu et je souhaite que mes compatriotes vivent mieux avec les richesses qui sont produites dans notre pays. On a dit, mais dans ce cas, on va te faire la guerre. Et c'est le résultat de la guerre qui se produit là-bas. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Parce que si on les met uniquement sous l'angle juridico-judiciaire... Dans une affaire de justice, on est dans un tribunal. Et dans un tribunal... Pour que ce soit juste, il faut d'abord qu'il y ait la vérité. C'est-à-dire que les Ivoiriens s'asseyent et qu'ils disent qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'il était juste que M. Soro, M. Ouattara et M. Bédié fassent la guerre à Laurent Gbagbo, c'est-à-dire à la Côte d'Ivoire? Est-ce que c'était juste? Ce n'était pas juste de notre point de vue. Est-ce qu'il était juste que, avec un parti coupé, un pays coupé en deux, M. Soro et M. Ouattara contrôlant presque de la moitié peut-être plus de la moitié du pays avec des armes à la main, qu'on fasse quand même une élection? Est-ce que c'était juste? Est-ce que c'était juste qu'au moment de la contestation, le camp à Ouattara sort des armes en plein Abidjan? Vous avez vu combien de pays comme ça où on fait les élections? Il y a un groupe là-bas avec ses fusils, un autre avec ses fusils. C'est vers cela qu'il faut diriger le débat. Est-ce qu'il est juste qu'en Afrique, nous réglions nos conflits de cette manière-là? Est-ce qu'il n'est pas possible, comme dit souvent Laurent Gbagbo, de s'asseoir et de discuter, de dire, là vous avez raison, là vous avez tort, je reconnais mon tort,
je vous donne raison. Ce qui nous ferait faire un bond en avant, même de 2 siècles. Parce que les Africains se battent sur une question simple. Avons-nous, oui ou non, le droit de vivre heureux chez nous, suivant notre propre volonté? On a fait une énorme publicité internationale à M. Ouattara en disant oui, il va réaliser un deuxième miracle économique, comme si le premier en avait déjà été un. Toujours a-t-il qu'il a réalisé un miracle économique en Côte d'Ivoire? S'il vous plaît, lorsque vous regardez les indicateurs sociaux de développement, on sait où se trouve la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas parce qu'un pays importe beaucoup de BTP étrangers qu'il se développe. De toutes les façons, donc, ce n'est pas parce qu'un pays... Un taux de croissance à près de 8%, c'est déjà assez oui, permettez que je chute dessus. Ce n'est pas parce que le taux de croissance est même à 2 chiffres que les gens mangent bien et qu'ils sont heureux dans leur pays. Faisons attention à cela. Merci à vous, Jean-Baptiste Ketchatin. Maître, on arrive à vous, hein, on est pratiquement au terme de ce programme. Il nous reste près de 5 minutes. Si mes comptes sont bons avec la réalisation, bonsoir le panel. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ne doivent pas être libérés. C'est un Africain qui parle, hein, car eux aussi ont tué et doivent assumer en attendant Alassane Dramane Ouattara et autres après avoir quitté le pouvoir. Pour moi, c'est Gbagbo qui a tué le général Robert Gué avec la complicité des Occidentaux, puisque après ça, il devient le président jusqu'en 2010. Le traité de panafricain, c'est insulter la mémoire de Nelson Mandela, de Patrice Lumumba et de bien d'autres Africains de renommée internationale pour qui nous avons beaucoup de respect. Ce dernier est un tueur et je pense que quand on a fait la guerre, on mérite d'être sanctionné. La prison de la CPI est une belle sanction pour lui. C'est Augustin qui signe ce SMS. Mais sur quoi se fonde Augustin? C'est son point de vue. Non, ce n'est pas un point de vue. Vous n'avez pas empêché non plus à Augustin d'avoir son point de vue. Si je dis que vous avez tué quelqu'un, c'est un point de vue. C'est son point de vue. Vous avez donné le vôtre, il donne le sien. Bonsoir. Question à l'avocat. Les juges de la CPI sont-ils les juges techniciens de droit ou la loi internationale ou les faits? Maître, rapidement. En principe, ce sont les techniciens de droit parce que n'est pas joué à la CPI qui veut mais qui peut. Donc, ils ont, n'est-ce pas, un background, n'est-ce pas, habilité à le faire. Donc, ils ne sont pas des petits juges, ils ont, n'est-ce pas, le profil. Ils ont le profil nécessaire pour siéger à la Cour pénale internationale. Bonsoir à tout au clair. Il faut laisser la CPI faire son boulot. Quand ils ratifiaient le statut de Rome, est-ce qu'ils avaient les yeux fermés? C'est Adrien qui nous revient d'un Colbison à Yaoundé. D'autres SMS qui sont arrivés dans le cadre de ce débat tout au clair. Bonsoir, la CPI est un organe créé pour détruire le vrai président panafricain, notamment Laurent Gbagbo, le regretté Kadhafi. Malheureusement, les présidents blancs d'Afrique à la peau noire continuent à favoriser le pillage de l'Afrique au détriment de leur peuple pour maintenir leur pouvoir. C'est un autre avis qui est donné dans le cadre de ce débat sur la télévision du monde. Alors, maître, vous avez évoqué un cas de figure tout à l'heure. Laurent Gbagbo pourrait ne pas être libéré, tout comme Charles Blé Goudé dans les jours à venir. Et c'est pratiquement la fin de ce programme. Si on arrive à ce cas de figure, est-ce qu'on finalement n'aura pas non seulement donné deux décisions, une décision en acquittement et une autre contraire, et est-ce qu'on n'est pas en train, on n'aura pas finalement mis en situation difficile l'élection présidentielle ou les élections générales à venir en Côte d'Ivoire? Bon, je ne pense pas sur le premier volet, parce que vous savez que avec en droit, il y a ce qu'on appelle le principe du double degré de juridiction. Ça veut dire que lorsqu'une juridiction d'instance a pris sa décision, cette décision est attaquable au second degré. Ça veut dire que lorsqu'on va en appel, le juge d'appel évoque et statue de nouveau. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait pour le procureur, il faut que les gens le sachent, d'avoir fait appel de la décision rendue par les juges d'instance, ça veut dire que cette décision-là n'est plus à prendre en considération. Donc, la vérité des juges d'instance, c'est que Laurent Gbagbo et Blé Goudé n'ont rien fait. Mais il faut que les gens le comprennent, il peut arriver qu'en appel, les juges de la cour d'appel disent autre chose. La preuve, nos 3 juges
d'instance ont maintenu la libération immédiate. Mais qu'est-ce que les juges d'appel ont fait? Ils ont infimé. Vous voyez un peu? Ça veut dire qu'ils sont déjà allés à l'encontre de la position des premiers juges. Donc, ça veut donc dire que je suis en train de préparer mes frères africains au pire. Qu'ils sachent que le fait pour Gbagbo et de Blé Goudé d'avoir été acquittés en instance, ça peut changer en appel. Parce qu'en appel, on peut avoir un autre son de cloche. Parce que les juges d'appel vont recommencer les débats à zéro, sans toutefois tenir compte de la décision qui a été rendue en instance. Mais maintenant, ce que je peux dire aux Africains, comme vous dites qu'on est en train de terminer, c'est que nous ne sommes pas en train de dire sur ce plateau qu'il n'y a pas eu de mort en Côte d'Ivoire. Il faut que ce soit bien clair. En Côte d'Ivoire, il y a eu plus de 3000 morts après les élections de 2010. Il y a eu plus de 3000 morts. Mais ce que nous voulons vous faire comprendre, et que vous avez déjà compris, c'est que lorsqu'il y a eu ces plus de 3000 morts, on a, n'est-ce pas, saisi la CPI et on a dit, voilà les responsables de ces plus de 3000 morts, à savoir Gbagbo et Blé Goudé. Mais les juges d'instance ont dit, cherchez vos plus de 3000 morts là ailleurs. Ces deux-là que vous dites qu'ils ont été à l'origine, ils n'ont rien fait. Donc voilà un peu la position des juges d'instance qui ont dit leur vérité. Et lorsque la vérité a été dite, ils sont dessaisis au détriment d'une juridiction autre. Il revenait au procureur de ne pas faire appel et d'acquiescer et dire, effectivement, vous avez raison, ces gens n'ont rien fait, que Gbagbo et Blé Goudé seraient actuellement avec nous. Parce que j'avais même appris que dans mon pays, le Cameroun, on devait, n'est-ce pas, leur réserver un accueil triomphalant, comme on l'a fait à ma consoeur, grande sœur, maître Kaji. Mais il se trouve qu'ils ne sont pas là. Mais j'ai bien peur de dire à mes frères qu'on attendra vraiment longtemps. Ils risquent de ne pas descendre. Alors, monsieur, la réalisation nous fait signe que le temps qui est imparti est arrivé à son terme. On est à plus de 22h35 sur ce plateau. Messieurs, deux dernières réactions, juste 1 minute ou 30 secondes chacun de vous deux. Jean-Baptiste, vous avez bel espoir pour l'audience du premier? Ceux qui se battent sont toujours pleins d'espoir. Nous avons espoir que le président Gbagbo et le ministre Blé Goudé vont rentrer en Afrique, dans leur pays, qui n'auraient jamais dû quitter par la force des puissances qui essaient de mettre les Africains à nouveau dans un esclavage. Ceux qui se battent, je le redis, sont toujours pleins d'espoir. Et quelle que soit la décision que la Cour prendra, nous garderons espoir que tôt ou tard, de leur vivant ou après leur mort, la Côte d'Ivoire triomphera sur la voie que le président Gbagbo a proposée à ses compatriotes. Oui, pour moi, c'est une décision transitoire. Donc, ce qui va se passer le 1er février prochain. Et j'espère qu'au terme, justement, de cette rencontre-là, que Blé Goudé et Laurent Gbagbo seront libérés, certainement provisoirement, en attendant de voir l'affaire en appel. Mais je continue à croire que l'affaire Gbagbo, quand même, l'affaire Gbagbo-Blé Goudé nous a permis de voir une cour pénale internationale véritablement divisée. Il y a une véritable, j'ai comme l'impression qu'il y a comme une opinion dissidente au sein de cette CPI. Il y a des lignes de scission assez claires, visibles, graves, qui nous amènent à comprendre que les Africains ont tout intérêt, notamment les États et les chefs d'État, à se dessaisir, à sortir totalement de cette CPI, comme les États-Unis. Les États-Unis n'ont jamais accepté d'être membres de cette... Donc, il faudrait que les autres suivent le cas du Burundi, parce que pour nous, c'est une cour au service des néocolons qui ne sert pas les intérêts de l'Afrique. Madame, monsieur, c'était... Je vais le... 2 secondes, Frédéric. Je dirais également, comme a dit mon ami, que je ne suis pas d'accord que les Africains sortent de la CPI. Avant de sortir, il faut trouver une alternative. Ça veut dire créer une juridiction africaine. Parce que si nous sortons maintenant, il va, n'est-ce pas, s'installer un règne de l'impunité
Et c'est ce que je suis en train d'éviter. Avant 2012, merci. il n'y avait pas la CPI. Merci à vous, messieurs. Le débat ne va pas s'ouvrir à la fin de l'émission. Merci encore d'avoir contribué à ce programme tout au clair de ce soir. Mesdames, messieurs, nous vous avons apporté des éléments de réponse à toutes ces questions que vous posez à la suite de l'acquittement, mais du maintien en détention de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Nous aurons le plaisir de vous retrouver bien évidemment, ce mardi, dans le cas de Tout au clair encore, il sera 21h13 exactement sur la télévision du Monde avec une nouvelle thématique. Et nous voulons déjà vous annoncer, mercredi certainement, nous parlerons de la République démocratique du Congo à la veille de la prestation des serments du tout nouveau président Félix Tshisekedi. On parlera de ces élections et notamment des enjeux prioritaires du nouveau président de la République démocratique du Congo. Restez nôtres sur la télévision du Monde. Bonsoir à toutes et à tous.